On peut dire que c'était par exemple une opération de l'OTAN, mais le pays, comme vous l'avez mentionné, est responsable de ce qui s'est passé. Oui. Et comment voyez-vous les actions de représailles de la Russie? Pensez-vous que cela pourrait aggraver la situation entre, vous savez, d'une certaine manière? Well, there will be retaliation. When Il y aura des représailles. Le président Poutine, le ministre des Affaires étrangères, Lavrov et bien d'autres ont été très clairs. Pour tout acte de piraterie en haute mer, il y aura des représailles asymétriques. Nous l'avons vu en mer Noire. Les représailles ont visé principalement les bases de drones et les bases de missiles maritimes britanniques situées dans et autour d'Odessa. La riposte s'est traduite par des attaques russes de missiles et de drones contre le port d'Odessa et les ports voisins, en représailles aux attaques en mer Noire. L'une de ces cibles était un navire turc en décembre de ce mois, et la question a été abordée le 12 décembre, lors de la rencontre entre le président Poutine et le président Erdogan. Ils n'ont pas mentionné qu'ils avaient discuté des représailles en mer Noire. Et Erdogan a suggéré qu'il pourrait y avoir une sorte de moratoire sur le ciblage énergétique. Une proposition absurde, car les Ukrainiens se sont vus offrir cela presque toute l'année par le président Poutine, depuis février, et ont refusé. Maintenant, la question que vous avez soulevée, celle des représailles, est bien plus sérieuse, car elle dépasse, disons, le théâtre régional relativement limité de la mer Noire. Si, par exemple, les Estoniens ou les Polonais menacent les navires russes qui traversent le golfe de Finlande pour entrer dans la mer Baltique en direction des détroits danois. Et si les Danois commencent à menacer la navigation russe à travers les étroits détroits danois et les transforment en un point d'étranglement comme le détroit d'Ormuz. Si les Français font ce qu'ils ont déjà fait, arrêter, fouiller et inspecter les navires ou cargaisons russes se déplaçant vers le sud, parallèlement à la côte atlantique française, cela étend la guerre contre la navigation, le commerce et la Russie elle-même jusqu'en haute mer, et non plus seulement dans les eaux territoriales. Cela soulève donc la question, quelle forme de représailles la Russie pourrait-elle imaginer pour y faire face? Il existe une perception, que l'on peut lire tout comme notre public dans la presse occidentale, selon laquelle, si la partie russe attaque un navire de l'OTAN, cela équivaut à un incident relevant de l'article 5. En d'autres termes, l'OTAN estime pouvoir attaquer des navires russes en présentant l'assaillant comme un drone ukrainien, une opération du SBU. C'est absurde. Mais si la Russie ripostait contre un navire battant pavillon américain, britannique, français ou allemand, ou appartenant à l'Allemagne, à la Pologne ou à l'OTAN, cela constituerait-il une attaque contre le territoire de l'OTAN? Et une telle attaque, bien que de nature réciproque, serait-elle considérée comme une provocation engageant pleinement l'OTAN contre la Russie? On voit bien le caractère provocateur de ce dont nous parlons ici. Imaginons les stratèges de salon à Bruxelles, en particulier les États baltes, les Polonais et les Britanniques, dont l'importance diminue de plus en plus. Les Britanniques n'en sont plus qu'à des opérations de tromperie et à de petites actions secrètes symboliques. Poutine ne mentionne même plus le Premier ministre Starmer. Les véritables négociations, qu'il s'agisse de faire la guerre ou de faire la paix, impliquent désormais la France, l'Allemagne et les États-Unis. La Grande-Bretagne est sortie. On peut donc comprendre, du point de vue britannique ou d'un petit pays européen, pourquoi certains pourraient dire « Pourquoi ne pas provoquer l'ours russe ?» Plantons-lui une épingle en mer et voyons s'il attaque l'un de nos navires, ce qui nous rassemblerait à nouveau.
On peut voir cela du point de vue d'une minorité au sein de l'OTAN. Ceux qui pensent pouvoir poursuivre la guerre contre la Russie et refusent d'admettre que la guerre en Ukraine est perdue. Ceux qui veulent se détacher de la France et empêcher toute négociation directe avec la Russie, comme Macron l'a suggéré ces derniers jours. On comprend la valeur qu'ils imaginent à provoquer la Russie pour qu'elle riposte dans l'un de ces endroits. Et c'est ce genre de mentalité à laquelle nous avons affaire. J'espère que c'était pour répondre à votre question. Oui. John, tu as mentionné l'Europe. Et l'Europe est d'une certaine manière divisée, tu sais, même dans la partie occidentale de l'Europe. Je ne parle pas de l'Est et de l'Ouest. Juste à l'intérieur de la partie occidentale, nous avons certaines divisions, par exemple, entre Macron et Merz. Alors, penses-tu qu'ils pourront finalement s'unir autour d'une stratégie commune? Je veux dire, dans la partie occidentale de l'Europe. Ou bien, avec le temps, verrons-nous ces différences s'accentuer? Je pense que tu as parfaitement raison, Nima. Les différences se creusent, et ce sont des différences profondes. La tentative du chancelier allemand, rappelons-le, il est un chancelier avec un mandat de 28%, politiquement faible dans son propre pays, eh bien nous pourrions revenir en arrière et expliquer la politique intérieure allemande. Et tu as aussi de bons experts allemands qui peuvent l'expliquer. La fracture que Merz a provoquée en poussant l'Union européenne à s'engager et à utiliser directement les avoirs russes pour financer la guerre en Ukraine, puis en déclenchant la résistance explicite de l'Italie et de la France, ainsi que la résistance tacite de la Hongrie, de la Tchéquie et de la Slovaquie. C'est grave. Et cela reflète un point sous-jacent qu'il faut souligner. Je pense que la plupart de tes collègues l'ont fait. Je crois que Lawrence Wilkinson l'a fait, et d'autres aussi. L'Allemagne n'est pas digne de confiance dans le reste de l'Europe. Pourquoi quelqu'un devrait-il encore faire confiance aux Allemands? D'accord. Ce que fait Merz, Friedrich Merz, le mini-chancelier à 28% de l'Allemagne, c'est utiliser la tribune de la guerre en Ukraine pour promouvoir le réarmement de l'Allemagne, nos Vorfiens, en se servant de la promesse d'acheter des armes américaines pour attirer le soutien de Trump et établir l'Allemagne comme la plus grande puissance militaire d'Europe. Cela ne sera évidemment jamais acceptable pour les Français. Les Britanniques, eux, ont leur propre histoire de flirt avec Hitler. Cette idée selon laquelle le fascisme d'Hitler était le remède au communisme soviétique. C'était une ligne que Joe Kennedy, alors ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni, transmettait au président Roosevelt entre 1938 et 1940 lorsqu'il occupait ce poste. Il y a toujours eu une inclination britannique sous-jacente à s'allier avec l'Allemagne contre la Russie. Mais pour l'instant, la situation est que Merz se heurte à l'opposition de Macron et que la partie russe est accueillie avec un certain scepticisme. L'annonce de Macron selon laquelle nous, c'est-à-dire l'Europe, devrions avoir des discussions directes, des relations directes et des négociations avec la Russie a aussi du sens pour des raisons évidentes. Macron a déclaré que nous ne pouvions pas laisser les Américains négocier un accord de faveur pour le règlement du conflit en Ukraine. Pendant ce temps, les Français, les Allemands et les Britanniques restent en retrait, observant un représentant des milieux d'affaires comme Kirill Dmitriev se rendre à Miami pour discuter avec deux hommes d'affaires américains, Jared Kushner et Stephen Witkoff, des conditions de la fin de la guerre. Eh bien, aucun diplomate n'est présent, aucun militaire non plus. De quoi parle-t-il? Il parle d'argent. Et il est très clair pour les Français, les Allemands, les Britanniques et les Italiens que s'ils ne s'engagent pas directement avec Poutine, les États-Unis retireront tout l'argent de la table à la fin de la guerre en Ukraine.
Et cela leur est également inacceptable. Donc d'un point de vue européen, et c'est un point de vue très civilisé qui se souvient de qui a vraiment gagné, de qui a vraiment provoqué la dernière guerre, les initiatives de Merz seront rejetées, et pas seulement par la Russie. Les sources russes avec lesquelles je parle comprennent que cela est évident et s'étonnent qu'il ait fallu autant de temps aux Français, aux Italiens et aux autres pour s'en rendre compte. Mais nous en sommes là maintenant, et ils sont en train de comprendre. Merz signifie le réarmement de l'Allemagne. L'Allemagne dirigera l'Europe contre la Russie. Le point de vue de la France est que nous avons besoin d'un autre dispositif de sécurité européen. Et si les États-Unis ne le financent pas, nous devrons le financer nous-mêmes. Du point de vue russe, d'après ce que j'ai entendu de mes sources à Moscou, les Français sont perçus comme ayant des alliés en la personne de Mélanie en Italie et des Danois, par exemple. Il y a donc aujourd'hui une vive querelle sur l'avenir de l'Europe entre les anciens rivaux historiques et faiseurs de guerre, en particulier les faiseurs de guerre allemands. Et il est très important que nous comprenions tous cela. John, les négociations menées par Kirill Dmitriev, et tu as mentionné Sviatkov, au nom des États-Unis avec Kushner. Quelles sont les difficultés dans les discussions entre les États-Unis et la Russie? Et est-ce possible, personne? Sont-elles capables de trouver une sorte de solution? Parce que, comme tu l'as dit, ce ne sont pas des diplomates, ce sont des hommes d'affaires. Et je ne sais pas comment. Le règlement en Ukraine, à mon avis, est une immense guerre diplomatique. Ce n'est pas quelque chose comme un simple accord entre hommes d'affaires. Quelle est ta compréhension de ce qui se passe entre ces personnes? Bonne question. J'ai posé la même question à mes sources russes et j'ai obtenu plusieurs réponses différentes. Tout d'abord, oui, tout le monde reconnaît qu'il s'agit désormais d'un format de négociation très particulier qui exclut le ministère des Affaires étrangères des deux côtés. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, n'est pas un admirateur de Kirill Dmitriev. Il a essayé de l'écarter des négociations menées avec les États-Unis depuis la première rencontre qui a eu lieu après l'arrivée au pouvoir de Trump à Riyad. Oui, le ministère des Affaires étrangères a été mis à l'écart de cette négociation jusqu'à présent. Cependant, le Kremlin y garde la main grâce à l'implication directe de Yuri Ushakov, le conseiller du président pour les affaires étrangères. Ushakov, comme nous le savons désormais, passe des appels et s'entretient avec Viatkov, car le rapport de Bloomberg, dont certaines personnes ont obligeamment divulgué des extraits mal compris de leur conversation, l'a révélé. Ce qui se passe, cependant, d'après mes sources russes, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, Dmitriev parle avec Viatkov dans le but, disons, d'éveiller, ou, si l'on préfère, de faire appel à la cupidité du cercle de Trump, ou plus poliment, aux incitations économiques ou commerciales, voire même au pot de vin, liées à la conclusion d'un accord de paix qui amènerait Trump à lâcher Zelensky. En d'autres termes, c'est une carotte, une très belle carotte, que le camp russe agite pour que Viatkov puisse convaincre certains éléments de l'administration Trump au Pentagone, au département d'État, au Conseil de sécurité nationale et dans les agences de renseignement de l'intérêt de parvenir à un accord. Ils ne sont pas vraiment, comme le disent mes sources russes, habilités. Dmitriev n'a pas le pouvoir de discuter des questions territoriales, militaires ou diplomatiques. Disons des garanties de sécurité. Il est là pour dire « Concluons un accord selon les termes que Trump lui-même, sa famille, représentée par Kushner, et ses hommes de main, représentés par Viatkov ainsi que d'autres, peuvent comprendre et accepter. » Du côté russe, ces derniers jours, j'ai également entendu une ligne très intéressante qui renvoie aux points 13 et 14 du pacte original de Miami,
lequel avait fuité dans le Financial Times avant d'être modifié. Ces points concernent la prise de contrôle par les États-Unis d'environ 300 milliards de dollars de fonds souverains de la Banque centrale, qui ont été saisis, confisqués, gelés et demeurent principalement en Europe. Il existe en Russie une opinion selon laquelle il serait bien plus avantageux pour les intérêts russes de placer les 300 milliards de dollars dans un fonds géré conjointement par la Russie et les États-Unis, afin que l'argent soit restitué à Elvira Nabiullina, la gouverneure de la Banque centrale. Il faut comprendre la politique des factions russes pour saisir à quel point la gouverneure Nabiullina est détestée, ou disons soupçonnée, pour avoir maintenu un taux directeur extrêmement élevé qui nuit aux perspectives de croissance du pays. Il existe tout un lobby opposé à la Banque centrale de Russie et à ses principales banques d'État alliées, en raison de leur politique sur le taux du rouble, sur les réserves et ainsi de suite. Ainsi, certains estiment qu'une gestion américaine des 300 milliards de dollars, sous la forme d'un fonds d'investissement dirigé par les milieux d'affaires russes et non par Nabiullina, serait pour eux un avantage personnel. Je ne sais pas si Dmitriev suit cette ligne. J'en parle parce que c'est bien réel à Moscou, même si vous ne le lirez pas dans les journaux russes pour des raisons évidentes. Il est parfaitement clair comment le lobby des affaires perçoit le taux directeur de Nabiullina. Nous en avons déjà parlé. En résumé, Dmitriev est à Miami pour faire paraître plus attrayant, plus rentable, plus lucratif, l'accord plus complexe dont il ne parle pas, pour le cercle de Trump et ses principaux alliés. Cela ne résout pas certains des problèmes essentiels. Il n'y a pas de compromis, répètent mes sources, et le président Poutine l'a répété. Il n'y a pas de compromis sur les questions territoriales, pas de compromis sur les exigences de sécurité. Comme vous l'avez dit, chacune de ces choses exige une précision et une expertise militaire, ainsi qu'une précision et une expertise diplomatique. Et il y en a largement du côté russe.